Donc, je vais commencer par remercier les organisateurs de cette rencontre que je trouve extrêmement riche autour d'un personnage particulièrement haut en couleur et attachant. C'est gentil. Et qui a aussi beaucoup compté dans ma vie professionnelle, puisque on évoquait ce matin les anniversaires. Ça fait 25 ans qu'on se connaît dans des circonstances qui étaient plutôt des circonstances heureuses. Hein. C'était l'année de la Coupe du Monde de football, la première remportée par la France en 98. Et puis je voulais aussi remercier les organisateurs, parce que cette question, écrire le droit constitutionnel et lire l'histoire constitutionnelle, écrire l'histoire constitutionnelle et lire l'histoire constitutionnelle, c'est une question qui m'a un peu perturbée, puisque c'est pas forcément là-dessus que je travaille au premier chef, et donc ça m'a obligée à un peu réfléchir à ce que j'allais vous présenter et aussi à ce que je faisais. Donc c'est un double remerciement, à la fois pour être là autour de Marcel, mais aussi parce que ça a été un peu l'embryon d'une réflexion. Alors, dans tous les groupes, il y a des intrus. Eh bien, c'est moi. D'abord parce que je ne suis pas spécialiste ni de la Révolution, ni du 19e, ni du 20e, et que je ne parlerai pas de Michel Tropper. Ça lui sera communiqué. Pour autant, je vais quand même un peu vous parler, pour commencer vraiment doucement, du Conseil constitutionnel. Je n'ai pas fait exprès. Alors, si j'appuie là, c'est bon. Voilà. Donc voilà, je vais commencer par la fin du manuel de Marcel, qui évoque la question de l'identité constitutionnelle de la France, en commentant donc, une décision que vous connaissez sans doute, qui est la décision du 27 juillet 2006, loi relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information. Donc une décision qui affirme l'existence de règles et de principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France. Donc c'est important, on apprend qu'on a une identité constitutionnelle, mais on ne sait pas exactement ce qu'elle est, ni en quoi donc elle consiste précisément. Et comme le fait remarquer très justement Marcel, ce silence a été compensé par une prolixité doctrinale visant à préciser les contours de cette identité. Bon, alors, je ne vais pas m'essayer à l'interprétation de cette notion, je voudrais simplement, en ce qui me concerne, sortir un petit peu du pur droit positif et user de cette notion d'identité constitutionnelle de la France dans une perspective historique pour essayer d'en éprouver la valeur heuristique. On dit qu'il y a une identité constitutionnelle, on essaie de comprendre ce que c'est, mais d'un point de vue historique, pas d'un point de vue de droit actuel. Il s'agit donc de rechercher dans le passé des éléments stables et marquants, des notions structurantes, qui se sont imposées au cours du temps, par-delà les variantes et les variables constitutionnelles. Quand on a dit ça, la première question qui se pose, me semble-t-il, et en amont même de cette recherche de ce qu'est l'identité constitutionnelle, c'est la question du terminus quo, c'est-à-dire à partir de quand on recherche l'identité constitutionnelle. Et c'est cette idée de point de départ qui va m'occuper, puisque, vous l'avez compris, je suis médiéviste. Alors, dans l'opinion commune, l'identité constitutionnelle est pensée à partir, et ça a été abondamment illustré aujourd'hui, à partir des cadres juridico-politiques français de la fin du XXe siècle et du premier XXIe siècle, c'est-à-dire, pour faire simple, on pense identité constitutionnelle à partir d'une constitution écrite et sous l'horizon d'une république. Comme ça qu'on pense une identité constitutionnelle, enfin, je pense en 2023. C'est pas qu'on pense à la monarchie au premier chef. Alors, cette manière de penser est-elle légitime? Est-ce qu'on peut réduire l'identité constitutionnelle française à une constitution écrite et à l'horizon d'une république? Alors, de façon délibérément provocatrice, je dirais qu'une telle affirmation, qui identifie une notion vague à un segment temporel précis, revient à penser l'identité constitutionnelle contre l'histoire constitutionnelle, voire contre l'histoire politique, me semble-t-il. Alors, ce qui peut être une pétition de principe acceptable, dire finalement, ben voilà, l'identité constitutionnelle, c'est telle date à telle date, point barre.
Donc ce qui peut être encore une fois une pétition de principe acceptable si elle est assumée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une idéologie. L'identité constitutionnelle, c'est une idéologie. Bon, alors, donc dans cette perspective, qui probablement, enfin qui est celle que je viens de vous présenter, l'identité constitutionnelle, c'est ce que l'on retient délibérément d'un ensemble d'événements, de valeurs, de situations, de personnages pour fabriquer un étendard à vocation fédératrice et rationalisante pour une communauté politique contemporaine. De la sorte, l'identité constitutionnelle permet de découper dans le passé ce qui fonde, origine ou légitime, les principes dont se réclame aujourd'hui notre République, et donc dans le but d'offrir de ces éléments épars, dans le passé, une vision d'ensemble cohérente. J'ajoute que la notion même d'identité suppose une certaine fixité, enfin un certain degré de permanence, peu compatible avec une longue évolution chronologique. Alors, est-ce que dire cela, est-ce que c'est faire de la bonne histoire? Est-ce que c'est faire de la bonne histoire constitutionnelle? Il me semble que la discipline historique ne se définit pas comme une identité ou comme une recherche de l'identité, mais comme une science, en tout cas c'est ce qu'elle prétend être, c'est-à-dire comme un ensemble de connaissances acquises par des méthodes rigoureuses et dont les résultats sont soumis à vérification, mais aussi à discussion. Et donc ça veut dire que si on considère qu'on veut faire de l'histoire et qu'on veut faire de l'histoire sérieusement, eh bien ça veut dire qu'on ne peut pas exclure a priori certaines périodes, certaines références ou certaines données comme incompatibles avec des valeurs posées a priori comme fondatrices. Donc en gros, je pense qu'ici on met en tension deux choses qui ne sont pas forcément besoin d'être mises en tension, qui est la notion d'identité et la notion d'histoire. Je vais vous donner un autre exemple qui m'est venu en rédigeant ce petit papier. C'était le débat, je ne sais pas si vous en rappelez, qui est dans les années en 2004, que tu évoques d'ailleurs aussi, Marcel, dans ton manuel, sur au moment du traité constitutionnel européen sur les racines chrétiennes de l'Europe, qui avait été refusé par le président Chirac au motif que ça posait un problème en France. Mais donc la question c'est, si la racine chrétienne de l'Europe ne fait pas partie de l'identité européenne, c'est une pétition de principe ou c'est un fait historique? Donc là, on voit bien qu'ici, il y a des choix qui sont des choix qui ont un caractère politique, non pas forcément un caractère historique. Enfin, c'est juste ça que j'essaie de dire. Donc, ce que je veux dire pour commencer, c'est que, comme ça a été expliqué déjà par plusieurs intervenants, c'est que travailler sur l'histoire constitutionnelle et a fortiori sur l'identité constitutionnelle suppose qu'on clarifie au préalable un certain nombre de choix épistémologiques. Et d'ailleurs, il en va de même quand on fait du droit constitutionnel, pas simplement quand on travaille sur l'identité constitutionnelle. Et de ce point de vue-là, on a vu, enfin on va le voir encore ce soir, je pense, les récentes interventions de maintes constitutionnalistes sur ce que va décider le Conseil constitutionnel, les différents points de vue dont peu correspondent, prouvent que ce n'est pas une science exacte. On est ici dans le domaine de l'interprétation. Bon, c'est assez logique aussi si on considère qu'une constitution, ce n'est pas un axiome mathématique. Hein, on évoquait tout à l'heure ce qu'expliquait Ariane sur la puissance de l'interprétation et la puissance des faits qui viennent ajouter du sens à ce qui est écrit dans les textes. La constitution suppose un certain degré de flexibilité. Bon. Donc, on peut s'entendre pour dire que la Constitution, c'est aussi un ensemble de valeurs dont nous considérons majoritairement qu'elles définissent un projet pour la communauté politique que nous formons. Bien. Alors, est-ce qu'on est toujours très clair sur ces valeurs et est-ce qu'on est absolument certain de ce qu'elles sont? Est-ce qu'il n'y a pas des divergences à leur endroit? Et est-ce que l'histoire constitutionnelle n'aboutit pas finalement à les relativiser, puisque est-ce que le fait de déployer la légalité constitutionnelle sur l'échelle des temps, est-ce que ça ne rend pas sensible, finalement, tangible, l'évolution des contours de l'existence et du nombre de ces valeurs? Donc je pense que l'histoire constitutionnelle ça a déjà une vocation critique d'entrée de jeu, notamment sur une notion comme celle d'identité constitutionnelle. Bon. Donc ça c'est déjà un premier élément de ma réflexion. Et alors, si j'ajoute à ça le fait que
je suis médiéviste, là, la question devient encore plus compliquée, puisque la tradition constitutionnelle française, et pas seulement le manuel de Marcel, mais la tradition constitutionnelle française, s'est établie sur l'idée que l'événement révolutionnaire en formait l'origine radicale. Je rappelle un article bien connu de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Voilà. Moi, c'est clair. Donc, le Moyen-Âge, tout comme d'ailleurs l'Ancien Régime, aurait donc vu prospérer pendant des siècles une société inconstituée, c'est-à-dire flottant sans cap, au gré des aléas de l'arbitraire royal, puisqu'il n'y a ni séparation des pouvoirs, ni garantie des droits. Au cours de ces périodes-là, et de ce point de vue-là, on ne peut pas exhiber le palladium des lois fondamentales pour racheter la dimension de constitution coutumière de celle-ci, puisque la définition donnée par le législateur révolutionnaire est gravée dans le marbre de notre identité constitutionnelle, arrime la Constitution non pas à des critères formels, un texte, non pas à des mécanismes procéduraux, mais à des éléments substantiels, le respect des droits et la séparation des pouvoirs. Donc, hors de ceci, point de salut constitutionnel. En outre, l'événement révolutionnaire, tel qu'il est pensé et assumé par ceux qui le font, donc les révolutionnaires eux-mêmes, même s'ils ont évidemment intérêt à faire de la communication politique, hein, c'est toujours pareil. Hein. C'est-à-dire qu'on dit qu'on fait du neuf, parce que c'est pas assumer la suite. Mais pour autant, l'événement révolutionnaire, tel qu'il est pensé et assumé par ses promoteurs, est fondé sur le refus de l'histoire, ou plus exactement, sur le refus du précédent de l'histoire. La Révolution crée l'Ancien Régime en se donnant comme une sorte de grande zéro de l'ordre politique. Alors, je me permets ici de citer le maître, un peu normal, puisque dans cette reconfiguration du temps qui est apportée par la Révolution, l'Antiquité est acceptée comme un point de départ possible. L'Antiquité demeure une référence capitale car conçue comme un commencement, comme l'invention de la politique. On ne peut imaginer un modèle intellectuellement plus stimulant lorsqu'on s'efforce de créer un nouvel ordre politique. Donc là, l'Antiquité, c'est bon. Mais après l'Antiquité, là, on tombe dans un trou, celui des temps obscurs, mais complètement, celui du servage, de la féodalité, du régime seigneurial, de l'obscurantisme religieux. Et donc, à partir de là, bien sûr, il n'est pas possible d'intégrer ces temps obscurs à une pensée constitutionnelle, en tout cas à un précédent constitutionnel. Cette radicalité, qui est d'abord signifiée par la Déclaration des droits de l'homme, on vient de voir, est reconduite 2 ans plus tard par la Constitution de 1791. Là aussi, je cite Marcel Morabito. Rappelons que cette Constitution, la première d'une longue série, inaugure l'ordre politique constitué. Et donc, Marcel Morabito en fait une analyse, et il conclut l'analyse de ce texte en disant « En optant pour l'unité du corps législatif et le veto suspensif, les constituants s'affranchissaient résolument de l'histoire, s'affranchissent d'histoire, pour fonder la Constitution sur la raison. » Donc on est ici dans une dimension, encore une fois, de sortie du temps. Donc, si on suit la pensée de nos pères fondateurs, la rédaction d'une constitution suppose une abolition de la temporalité politique antérieure, et c'est ce préalable que je qualifierais dans un moment de délire de schumpeterien, qui rend possible l'apparition d'une tradition radicalement nouvelle et méthodiquement organisée. La Révolution crée l'Ancien Régime pour mieux le congédier. Mais la petite voix de l'historienne, toujours un peu critique, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que ce geste inaugural n'est pas illusoire? Est-ce que le surmoi rationnel n'empêche pas, est-ce que le surmoi rationnel empêche vraiment tout retour, encore une fois, du refoulé? Voilà qui fait le lien avec la communication précédente. C'est pas si sûr, c'est pas si sûr. Et d'ailleurs, le maître lui-même ajoute prudemment: les constituants héritaient néanmoins de l'absolutisme, sa conception de la souveraineté. C'est pas un petit héritage, hein. Non. Pas un petit détail, non, hein. Voilà. Bon.
Alors, dernière difficulté de mon propos, ces principes constitutionnels issus de la Révolution supposent également, et ça c'est un vrai point compliqué pour un médiéviste que je suis, une immanence du politique. C'est-à-dire le rejet d'une sacralité qui, d'une part, extériorise dans l'au-delà le principe de tout gouvernement, et qui, d'autre part, légitime son exercice par l'accomplissement d'une cérémonie religieuse, en l'occurrence le sacre, qui garantit la certitude d'une élection divine. Et donc, cette conception théologique porte une théorie de la représentation comme substitut mystique de Dieu, théorie de la représentation qui est absolument aux antipodes de l'idée d'un mandat consenti via une élection politique. Donc on est ici dans des mondes qui sont apparemment complètement éloignés, d'autant que cette théorie de la représentation postule aussi l'incorporation de la communauté politique dans la personne du roi, qui a seul reçu la grâce de gouverner. Ça commence à faire quand même beaucoup. Et du coup, normalement, je m'arrête là, je m'en vais. Parce que l'affaire semble entendue, la séparation totale, avant 89, un en deçà de la Constitution, rendue à une forme de primitivité politique, ou au pire, de théocratie. Et d'un autre côté, à partir de 89, une tradition constitutionnelle, née du Big Bang révolutionnaire, et porteuse d'une identité collective. Pour autant, je vous rassure ou je vous inquiète, cette journée d'études nous donne l'occasion d'essayer de dépasser ce qui est plus qu'une aporie en posant une hypothèse, donc celle de la possibilité pratique et théorique d'une histoire constitutionnelle sans constitution. Comment est-ce possible ? Alors, d'un point de vue pratique, cette hypothèse suppose qu'il soit possible de repérer, alors je vais laisser tomber l'Antiquité, dès le Moyen-Âge, un certain nombre d'éléments textuels et non textuels, qui concoururent à déterminer une organisation juridique du gouvernement et de l'État, et non simplement les qualités morales et spirituelles d'un bon gouvernant. Donc c'est ces éléments que je verrai dans un premier temps. Rassurez-vous, je serai rapide, je ne vais pas vous accabler de jalons. Et le deuxième volet de ma proposition est un peu plus pervers. Il s'agit en fait d'user de l'identité constitutionnelle comme d'un outil herméneutique apte à rendre le passé à sa singularité. Je ne suis pas de ceux qui écrasent le temps et qui pensent que le passé est l'annonciateur du présent. Bien sûr qu'il y a des éléments qui sont annonciateurs du présent dans le passé, mais il y a aussi des éléments qui sont irréductibles à notre compréhension et à notre présent. Et donc il s'agit ici de repérer dans les siècles passés, non pas les prémonitions législatives ou les aires de famille constitutionnelles, mais de mesurer les écarts à l'aide d'un maître étalon contemporain qui est l'histoire constitutionnelle, le droit constitutionnel. Donc ce sont ces deux mouvements que je vais vous proposer dans les quelques minutes qui viennent. Donc le premier temps de la réflexion, c'est ce que j'appelle de l'archéologie constitutionnelle, ou la recherche du semblable, ou de l'antécédent, si vous préférez, le passé comme prémisse, le passé comme annonçant la situation actuelle. Et donc j'aurais pu trouver plein d'exemples, mais j'en retiens un parce qu'il a fait l'objet d'une certaine actualité éditoriale, qui est la loi qui était évoquée par ma camarade tout à l'heure, Annick Peters-Custeau, la loi d'août 1374, fixant la majorité des rois de France. Une actualité éditoriale portée essentiellement par les travaux de mon maître, Albert Rigaudière, dont je vais vous reparler juste après, et donc qui a publié 2 gros articles sur cette loi, dont un qui a été publié dans Un Moyen-Âge pour aujourd'hui, parce que oui, le Moyen-Âge est aussi actuel, il n'y a pas que la Révolution, et un deuxième ouvrage très important qui est sorti l'année dernière, qu'on doit à la plume de Benoît Grévin, dont un gros livre de plus de 500 pages, absolument passionnant, qui décortique cette loi d'août 1374. Alors, donc c'est un texte très important qui a été salué, y compris sous l'Ancien Régime, comme étant un texte majeur. Voilà par exemple ce qu'écrit Pierre Dupuis, donc conseiller du roi et garde de la Bibliothèque royale en 1655, dans un traité sur la majorité de nos rois. Il salue l'importance de ce texte. Il dit, après tant d'incertitudes et divers usages, le roi Charles V, en l'année 1374, fit un édit fort solennel qui fit publier en Parlement, tenant de lit de justice, par lequel il ordonna qu'il voulait que les fils aînés des rois présents et à venir seraient âgés et tenus pour âgés ayant atteint le 14e an de leur âge,
à effet d'avoir le régime et l'administration du royaume, de recevoir les hommages et serments de fidélité de leurs sujets, etc., etc. Et il ajoute à la fin, cette loi de vérité est singulière et non commune aux autres royaumes. Donc on est au XVIIe siècle et l'auteur salue l'importance, la singularité de cette loi. Et à cette mention tardive, il convient d'ajouter l'importance cruciale que ce texte a revêtue dès le départ par ses concepteurs et ses rédacteurs qui lui ont conféré absolument tous les signes possibles et imaginables de la solennité. Alors je vous demande de me prendre sur parole parce que mon truc n'est pas très précis. Une calligraphie super soignée. Mon effet PowerPoint a eu pour effet de rendre un peu vaporeux le texte. Mais en fait, le texte est extraordinairement soigné. Hein, donc c'est un très beau texte. Donc écrit dans un très bon latin, qui a été ensuite traduit en français. Ce texte, il est qualifié de loi édictale irréfragable et perpétuelle. Il est qualifié d'édit, un terme qui reçoit, je cite Albert Rigaudière, à la fin du XIVe siècle, la signification d'acte normatif suprême, insusceptible de recours. Il est aussi qualifié de constitutio regia, constitution royale. C'est un texte qui est pris également dans une configuration élargie, c'est-à-dire que le roi l'adopte par grand conseil. Donc là, vous avez le petit Charles V, je ne sais pas si vous voyez Charles V sur le côté, là, il est entouré de gens qui sont autour de lui, des évêques, des notables, qui viennent lui dire, de conseiller de prendre ce texte. Et puis là, à droite, vous avez, bon là, vous ne voyez rien, et je demande de me croire, en fait, c'est la publication solennelle devant le Parlement. Là aussi, un Parlement élargi, il est qualifié de plein Parlement, donc on est quelques mois après la rédaction du texte. Et donc, selon Albert Rigaudière, le Parlement ici joue le rôle d'un véritable organe constituant dont la fonction est de constitutionnaliser la loi. Donc, on a un texte important, un texte qui, effectivement, limite d'une certaine façon le pouvoir royal en instituant une règle précise, une règle intangible, dans des termes qui sont extrêmement à la fois précis et qui empruntent une surabondance de qualifications souveraines, certa scientia, majestat, matura deliberatio, legibus solutus, vraiment il y a la totale, hein, donc c'est vraiment un texte, vraiment, voilà, difficilement, en termes d'ancien régime, on ne peut pas faire plus solennel et plus suprême dans la hiérarchie des normes, si vous voulez. Alors, je ne reprends pas toute la démonstration, mais ce qui est intéressant, c'est que je vais vous lire un passage de la fin de l'ouvrage de Benoît Grévin sur ce texte, parce que sa destinée est très intéressante. Voilà ce qu'il dit. Parce que les textes sont pris, mais après ils vivent. Hein. Et la survie de ce texte, elle a été paradoxale. Donc d'abord bafoué dès 1380, parce qu'effectivement, Charles V prend le texte en 1374, et son fils, il ne respecte pas Charles VI, on ne respecte pas le temps prévu en 1380, et il devient roi avant la majorité. Bon. Donc d'abord bafoué dès 1380, nullifié par le traité de Troyes de 1420, puis resté sans effet pratique par suite des hasards biologiques, puisqu'il y a toujours le roi qui succédait était suffisamment âgé. Donc ce texte a pourtant ressurgi avec force pour s'imposer comme une loi fondamentale du royaume, la première loi, constamment invoquée par les publicistes et les historiens des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles. Les clauses finales du dispositif n'étaient pour une fois pas restées lettres mortes. En 1650 ou en 1715, il n'y avait ignorance si crasse qui ne sut que le roi, s'il accédait au trône dans son enfance, devait être déclaré majeur à 14 ans. Aussi, l'histoire de l'application de la Constitution de 1374 est-elle surtout restée associée dans la mémoire historique française aux figures de Louis XIII, Louis XIV et Louis XV. C'est la régularité de ces avènements au trône d'enfants rois Bourbons qui a fait de la loi un objet d'histoire moderne. Donc ça, c'est très intéressant. Parce que ça nous dit quoi? Par-delà la dimension, enfin la survie historique du texte au moment où il a été promulgué, ça nous dit aussi que finalement, la dimension constitutionnelle sur la longue durée, elle peut être intermittente. C'est-à-dire que cette dimension constitutionnelle, elle peut non seulement relever de la volonté de ses auteurs et des aléas des circonstances historiques, mais elle peut aussi varier dans le temps en fonction des besoins. Et il n'y aurait pas que la coutume dont l'intensité normative varierait dans le temps. Un texte de portée directement constitutionnelle comme la loi de 1374 peut ainsi être désinvesti ou reconstitutionnalisé au gré des besoins
politique, ce qui suppose évidemment d'accepter une composante diachronique de la Constitution qui correspond assez peu, il est vrai, à la tradition française, parce que la tradition française est plutôt celle d'une Constitution donnée d'un coup, et pas une Constitution qui s'étage dans le temps. Et ça, c'est une lecture qui est propre à la France. En Angleterre, on a une conception diachronique de la Constitution, et ça ne pose pas de problème de dire qu'on a des règles qui s'imposent comme devenant des règles constitutionnelles. Alors, le deuxième temps de ma démonstration sera plus court et plus relever davantage de la réflexion, de l'interrogation. Alors, l'idée qui m'a frappé à la relecture, hein, moi aussi c'est une relecture, c'est un ouvrage qui a fait son temps quand même. Oui, il est daté. Oui. Donc la relecture du manuel de Marcel, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le nouveau, j'avais commencé par là d'ailleurs, le nouveau rapport au temps introduit par l'événement révolutionnaire dans l'ordre politique. Hein, et donc je cite ici l'article 1er de la déclaration de 93, le but de la société, le bonheur commun. Ça c'est, pour un homme du Moyen-Âge, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de dire que le but de la société, c'est le bonheur commun. Non, le but de la société, c'est le salut, pas le bonheur commun. Et donc cette question du temps me paraît absolument fondamentale, car elle permet de penser le politique comme ce qui nous concerne pleinement, ce dont nous sommes les acteurs, diligents ou paresseux, mais les acteurs. D'une certaine façon, je dirais que sur le plan constitutionnel, la Révolution n'est pas une sortie de l'histoire, mais plutôt une entrée dans l'histoire politique, c'est-à-dire dans la possibilité d'une histoire politique collective, écrite à plusieurs mois. C'est ça qui se joue finalement à ce moment-là. C'est pour ça que je trouve ça passionnant, cet événement révolutionnaire. C'est vraiment un moment où l'histoire s'écrit. Et alors vous allez me dire, avant, c'est quoi l'histoire politique? Avant l'histoire politique, politiquement, le temps médiéval, il est écartelé, globalement, enfin par une grande partie. Il est écartelé entre, d'un côté, un regard rétrospectif et assez horrifié sur la chute. Bon, j'ai mis avant Machiavel, mais bon, même sans Machiavel. Hein, donc vous avez à gauche la chute. À gauche la chute, hein, donc écartelé entre la chute, le péché, et l'attente de la parousie, donc la Jérusalem céleste à droite, hein, ce vers quoi nous allons. Et cette conception du temps clivé du Moyen-Âge, finalement, articule fermement l'agir actuel, l'agir politique, sur une idéologie. Le gouvernement, il doit veiller au salut de la communauté, mais aussi au salut des individus qui composent cette communauté. Donc l'histoire, bien sûr qu'il y a une incarnation et bien sûr qu'il y a une histoire, mais cette histoire est un cheminement qui va donc vers le salut. L'interrogation sur la nature du pouvoir est donc essentiellement liée à celle du péché originel, l'autorité politique étant prioritairement perçue comme l'instrument d'une correction nécessaire et d'une sanction des faiblesses et des dévoiements de l'humanité. Il y a maints exemples de cela qui traînent partout. Enfin, ce que je vous dis là n'a absolument rien d'original. Alors, il me semble que si on réfléchit en termes politiques, cette conception comporte au moins trois effets importants qui posent problème si on essaie de réfléchir, si on se dit est-ce qu'on peut annexer le Moyen-Âge à l'histoire constitutionnelle? Il y a au moins trois problèmes. Le premier problème, c'est que l'horizon d'attente du politique est logé dans un futur eschatologique. Ça, c'est quand même et dont la teneur de ce futur eschatologique elle va être échantillonnée en fonction de la nature des actes commis par les membres de la communauté. Donc ce n'est pas le bonheur commun qui est le but de la société politique. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, les limites assignées au pouvoir ne sont pas procédurales, elles sont éthiques, puisqu'on est dans un horizon religieux. Et enfin, troisièmement, la question de la représentation, je l'évoquais tout à l'heure, la question de la représentation ne peut pas être formulée en termes de délégation, mais en termes d'imitation. Alors, donc ces éléments, on est d'accord, caractérisent une altérité politique par rapport à ce que nous considérons comme le droit constitutionnel. Ça n'est pas ce que nous considérons comme le droit constitutionnel. Mais pour autant, est-ce que ces éléments ne sont pas une manière d'organiser le pouvoir?
Et qu'est-ce que c'est que le droit constitutionnel, sinon un droit qui prétend organiser le pouvoir? Ça, c'est une première question que je soumets à votre sagacité. D'autre part, à partir du XIIIe siècle, les choses changent. Alors, on a toujours l'horizon religieux qui est très important, on a toujours l'attente de la fin dernière, mais il s'est passé quelque chose d'important quand même, qui est la reformulation du pouvoir dans les termes du droit romain, et en particulier ce que je serais tenté d'appeler une véritable substitution de la souveraineté à la sacralité. On a un roi, le roi est toujours sacré, mais le roi il devient souverain, et ça change tout. Ça change tout pourquoi? Parce qu'il me semble qu'avec la souveraineté, la réflexion se déporte, me semble-t-il, vers les conditions de la mise en œuvre de celle-ci. Comment la souveraineté s'organise-t-elle et comment est-elle mise en œuvre? Donc, d'une certaine façon, là où la théologie politique interroge constamment la fin légitimant l'action, le salut, la souveraineté se soucie, me semble-t-il, avant tout des moyens permettant l'action. Et n'est-ce pas là, finalement, le cœur de toute réflexion constitutionnelle? Et donc ça rejoint d'ailleurs ce que disait dans son analyse Albert Rigaudière, qui finalement disait il y a une réflexion constitutionnelle qui accompagne le développement de cette fiction qu'on appelle l'État. Moi je ne sais pas si elle accompagne la fiction qu'on appelle l'État, mais je pense que le développement de la réflexion du droit constitutionnel accompagne la souveraineté. Et le déploiement de la souveraineté, et il est très perceptible à partir de la fin du Moyen-Âge, le déploiement de la souveraineté appelle la mise en œuvre d'un droit constitutionnel qui, d'une certaine façon, peut-être nous rappelle un air de famille avec celui que nous connaissons aujourd'hui. Alors, je terminerai ce propos par une note un peu plus pessimiste. Le manuel commence par une phrase qui a déjà été maintes fois répétée aujourd'hui, qui dit, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. L'histoire n'est pas simplement un discours sur les formes révolues. La place de choix qu'il occupe aujourd'hui encore dans la culture des hommes politiques le démontre amplement. Alors, oui, ça c'est plus à l'ordre du jour. Permettez-moi. Ça c'est daté. C'est daté. Voilà. Je la supprimerai. Si c'est vrai, à ce moment-là, ça veut dire que de la culture historique dépendrait la compétence politique, ce qui, moi, me va très bien. Moi aussi, oui. Mais ce qui, je pense, nous amène peut-être à relativiser la situation actuelle. On verra. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.